Très heureux d'animer donc cette table ronde autour de cette thématique. Défendre les frontières de la France et de ses alliés, une affaire d'hommes et de matériel. Alors, on a 1 heure. Malheureusement, il faudrait probablement plus, parce que c'est vrai que ça a pu être simple, cette histoire de défendre les frontières. À une époque, quand la menace était identifiée clairement, on a construit la ceinture de fer de Vauban au XVIIe siècle, la ligne Maginot avec plus ou moins d'efficacité. On a renforcé la garde dans l'est de la France du temps de la guerre froide. Mais aujourd'hui, la notion même de frontière, est-ce qu'elle ne s'estompe pas ? Quelles frontières défendre désormais ? Est-ce que c'est autour de l'Hexagone et de nos territoires d'outre-mer, ou alors aller combattre en Afrique, au Moyen-Orient, parce que la France est menacée ? On parle d'une affaire d'hommes et de matériel, mais vous verrez que c'est peut-être aussi une affaire politique également, parce que où démarrent les frontières quand la France appartient à des grands ensembles, comme l'Union européenne, comme l'OTAN ? Défendre les frontières face à quelles menaces aussi ? Menaces militaires, bon, c'est assez clair. Et encore, ça peut se compliquer quand on évoque la guerre informatique. Est-ce que ça l'est toujours face à la menace terroriste, quand on sait que le péril vient souvent de chez nous ? Et peut-on aussi parler de défendre des frontières face aux réfugiés et migrants économiques ? Là aussi, c'est une grande question. Défense nationale, sécurité nationale, tout ça est assez poreux, on va le voir, vous allez le voir dans un instant. Et au travers des hommes engagés, quelle place pour les armées qui ne sont plus seules face aux menaces ? Armées déployées à l'extérieur et à l'intérieur de notre territoire. Les frontières, sans jeu de mots, on voit, elles s'estompent entre services. On a créé par exemple il y a quelques années la DGSI, pendant en quelque sorte de la DGSE. Quant au matériel, on le verra aussi, il ne cesse d'évoluer, toujours plus techno, toujours plus digital. Il faudra aussi s'interroger sur la place d'un élément essentiel qui a rebattu les cartes il y a une 50aine d'années. Quand on parle de défendre les frontières, c'est évidemment l'arme de dissuasion. Bref, sujet vaste donc, on va en parler pendant 7 heures. Vous aurez la parole également, il y aura un micro qui circulera parmi vous pour interpeller nos 3 amis, nos 3 experts. Il y a le colonel Michel Goya, qui est essayiste et consultant, ancien colonel des troupes de marine, enseignant, auteur français, notamment des Vainqueurs, livre que vous pourrez trouver un petit peu plus tard, évidemment, comme le disait Frédéric Ancel. Il est spécialisé dans l'histoire militaire et l'analyse des conflits. Bruno Tertrais, avec nous, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Lui, auteur notamment de l'Atlas des frontières. Et ça colle très très bien évidemment à cette double journée donc, consacrée aux frontières dans ces rencontres géopolitiques. Et puis Pierre Servant, écrivain, essayiste, romancier parfois également, spécialiste des questions militaires, 50 nuances de guerre, c'était son dernier opus. Et puis, que vous allez retrouver également, c'est la réédition augmentée des Présidents à la guerre avec un chapitre consacré à Emmanuel Macron. Et puis à venir également une bio exclusive sur Rudolf Hess, dont on va beaucoup entendre parler à la fin de l'année. Vous aurez donc la parole. On va démarrer avec Bruno Tertrais. Bruno, s'il vous plaît, prenez le micro. Je le disais, homme, matériel, mais pas que. Oui, et je vous remercie. D'abord, bonjour à tous. Et je voudrais me joindre, bien sûr, à tous ceux qui ont félicité les organisateurs, Monsieur le maire et Frédéric Ancel, mais aussi pour tenir les délais, parce que c'est extrêmement rare d'avoir un colloque, une conférence qui reprend à l'heure après le déjeuner. Donc c'est une question de principe vis-à-vis du public, mais je voudrais à mon tour m'en féliciter. Et, alors Fabrice, tu m'as demandé de parler premier, c'était pas prévu, mais c'est peut-être logique parce que moi je voulais pas parler d'hommes et de matériel, parce que c'est pas tellement ce que je connais le mieux, mais plutôt de politique et de stratégie. Un rappel d'abord, à mon sens, de même que les différents frontaliers sont en fait généralement des différents de souveraineté et de ressources, je crois qu'on ne défend pas vraiment une frontière, mais on défend un territoire. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. La frontière, c'est un symbole, c'est une limite, celle de la souveraineté. On en a beaucoup parlé ce matin. Et un territoire terrestre et maritime. On n'a pas beaucoup parlé de frontières maritimes ce matin, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. La frontière est de nouveau au cœur de la sécurité. Elle a toujours été, évidemment, elle a toujours été un élément central, mais elle est encore plus aujourd'hui au cœur de la sécurité. Mais je crois qu'il faut vraiment distinguer, pour faire suite à ce que tu disais, Fabrice, en introduction, 3 questions différentes quand on parle de défense et de frontières. Il y a d'abord les nuisances pour ce que j'appellerais les nuisances pour la sécurité de la nation. Et là, il ne s'agit pas de défendre, mais de contrôler la frontière. Je pense à quoi ? Je pense à l'immigration illégale, à la pêche illégale, qui est un grand sujet pour nos territoires et communautés d'outre-mer. Ça, c'est une première question. Il y a une deuxième question qui sont, on va dire, les menaces pour la sécurité intérieure. Je pense bien sûr au terrorisme, mais aussi au trafic de toutes sortes. Là encore aussi, grand sujet pour nos frontières maritimes. Et là, je dirais qu'il s'agit davantage de prévenir ces menaces plutôt que de défendre la frontière. Et enfin, il y a la défense de la frontière proprement dite. Là, ça concerne la sécurité de l'État.
Et aujourd'hui, je dirais que si la France n'a pas de menace militaire immédiate d'ampleur à ses frontières, à aucune de ses frontières, qu'il s'agisse du Brésil, puisque la frontière on a quand même une grande frontière avec le Brésil, il faut le rappeler, ou même en Europe de la Russie. La Russie n'est pas une menace militaire immédiate pour la France. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on retrouve un petit peu comme la bulle Internet avait éclaté dans les années 2000, parce qu'on pensait que tout ce qui comptait, c'était l'immatériel. Et puis, on s'est rendu compte ensuite que finalement, ce qu'on appelle sur les marchés financiers la brick and mortar, la brique et le mortier, c'était important aussi, peut-être encore plus important. Aujourd'hui, on se rend compte de nouveau que la défense physique des territoires reste quelque chose de tout à fait central. Et si le cyber n'a pas de frontières, comme on dit avec beaucoup de guillemets d'ailleurs, il n'empêche que la frontière physique reste tout à fait centrale. Alors là, où ça me paraît intéressant aujourd'hui de réfléchir sur cette problématique, c'est qu'il me semble que c'est un traitement, la sécurité de la frontière, la défense de la frontière, c'est un traitement à 3 niveaux différents. La France, l'Europe et l'OTAN, et enfin la défense lointaine ou la prévention lointaine des menaces contre les frontières, qui est une notion, d'ailleurs, à mon avis, assez discutable. La défense des frontières de la France, c'est quelque chose qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, qui est renouvelé de manière épisodique, mais pas tant que ça. Je dirais que sur le plan juridique et politique, ce qui a seulement véritablement renouvelé la problématique, c'est l'extension des droits français, des droits nationaux, sur le plateau continental. La France est engagée dans un programme absolument formidable qui s'appelle Extraplaque. Alors Extraplaque, je pense que ça ne dit pas grand-chose ici à beaucoup d'entre vous, sauf aux spécialistes des frontières. Ça s'appelle Extension raisonnée du plateau continental. En gros, en application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, on a fait, comme d'autres États, un certain nombre de revendications d'extension de nos droits sur le plateau continental. Et si toutes les revendications françaises aboutissent, eh bien, la France aura le premier domaine maritime mondial, alors qu'aujourd'hui, c'est le deuxième domaine. Alors, ce n'est pas une question de frontière au sens de la souveraineté absolue, exclusive, mais c'est une question de droit qui a des conséquences sécuritaires. Quand on parle de la frontière nationale, là encore, c'est pas seulement les territoires les plus connus. Il y a d'autres sujets qui ont été dans l'actualité ces dernières années, mais qui me semblent extrêmement intéressants. Par exemple, le différend que nous avons avec les Comores, qui est un différend qui n'est pas seulement un différend migratoire, c'est un différend politique très profond. Et je me souviens d'avoir discuté avec des gens de la région qui estimaient qu'il y avait véritablement une stratégie comorienne, non pas d'invasion, mais en tout cas d'infiltration délibérée de Comoriens sur les territoires mahorais. Bien. Le deuxième niveau, donc je passe rapidement là-dessus parce que c'est bien connu et je pense que mes camarades militaires le traiteront beaucoup mieux que moi. Le deuxième niveau, c'est le niveau européen et otanien. Alors, d'accord, l'UE et l'OTAN, ce sont deux choses différentes. Il y a une entité d'un côté, une organisation de l'autre, hein, c'est pas la même chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la frontière sécuritaire de l'Europe se confond partiellement avec celle de l'OTAN. Pourquoi ? Parce que l'Europe a délégué, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, la gestion du flux de réfugiés en provenance de la Syrie à la Turquie. Qu'au nord, ce sont essentiellement des pays membres de l'Union européenne qui se sentent potentiellement menacés par le renouveau militaire russe. Je pense bien sûr à la Pologne et aux pays baltes. Et bien sûr, il y a une différence majeure, et qu'il ne faut pas oublier, parce que je peux vous dire que nos amis du Nord nous le rappellent sans cesse, c'est la Finlande. L'Union européenne a une frontière qui s'est considérablement agrandie avec la Russie depuis l'arrivée de la Finlande dans l'Union européenne. Or ça, si ça n'était pas forcément une question évidente, une question majeure dans les années 90, au moment où la Finlande rentre dans l'Union européenne, aujourd'hui, alors que la Russie est perçue comme potentiellement menaçante pour ses voisins, c'est une question qui se pose, on va dire qu'il y a un renouvellement de la problématique de la défense de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'avec les élargissements, la défense de la frontière de l'Europe, c'est de plus en plus une défense, ou en tout cas une protection vis-à-vis de la Russie, puisque la Russie, on la retrouve à la fois tout au nord, au Spitzberg. Moi, j'étais au Spitzberg il y a quelques mois. C'est très intéressant, parce que d'ailleurs, là-haut, la Russie n'est pas une menace, c'est plutôt
un pays avec lequel on coexiste, parce qu'entre grands pays du Nord qui ont à faire face au vent, au froid, à la banquise et qui sont des peuples de la mer, eh bien finalement on se comprend. Et d'ailleurs, il y a plus de différends au Spitsberg. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est ce petit groupe d'îles tout en haut, au nord de la Norvège, près du pôle Nord. Et donc c'est un territoire norvégien qui a un statut très particulier, réglé par un traité qui s'appelle le traité du Svalbard, qui a été signé à Paris en 1920. Et évidemment, les Norvégiens sont très jaloux de leur souveraineté. Alors, ce n'est pas l'Union européenne, bien sûr, mais c'est l'OTAN. Et on s'aperçoit d'ailleurs que là-haut, il y a plus de différends entre la Norvège et l'Union européenne qu'entre la Norvège et la Russie. Ça veut dire que la Russie n'est pas partout, à tout moment, pour tous les pays européens, un problème militaire majeur. Mais donc, c'est là-haut le Grand Nord. Ensuite, le Finnmark, la frontière Norvège-Russie. La Finlande, bien sûr. Les pays baltes, avec cette ville de Narva, si vous avez l'occasion de vous promener en Estonie, allez voir la ville de Narva, qui est vraiment le confin des empires. Et il y a d'un côté, il y a une rivière avec d'un côté une forteresse russe et de l'autre côté une forteresse estonienne. Là, il y a vous prenez toute l'histoire de l'Europe en pleine figure, mais ça symbolise un petit peu l'affrontement, en tout cas ce face-à-face plus qu'un affrontement, entre le monde russe et le monde occidental. Et puis enfin, bien sûr, la mer Noire. Le problème qu'on a vis-à-vis de la Russie, quand je dis on, c'est nous, Européens d'abord, et accessoirement nous, Occidentaux, puisque jusqu'à preuve du contraire, les Américains sont encore engagés dans la défense de l'Europe, c'est que la Russie a une conception... C'est moins le fait que la Russie serait une menace militaire majeure et immédiate que le fait que la Russie, et elle le dit, la Russie d'aujourd'hui, c'est un pays qui se joue des frontières. Et c'est un pays qui est, d'une certaine manière, dans la manœuvre impériale. Je ne vais pas reprendre ce que disait Gabriel Martinez-Gros tout à l'heure, mais il y a quand même un comportement de type impérial de la part de la Russie, de Vladimir Poutine, dès lors qu'il dit publiquement, il le dit à longueur d'interview, les frontières, moi, je m'en moque un peu, les frontières de la Russie sont, je le cite, elles sont partout. Je considère que dès lors qu'il y a des Russes, c'est déjà la Russie. Et donc ce type de discours, c'est délibérément quelque chose qui a pour but d'affaiblir, d'une certaine manière, la différenciation juridique qui est celle de la frontière au sens de la souveraineté. La frontière est censée séparer. Là, c'est chez toi, là, c'est chez moi. Et la stratégie de Vladimir Poutine consiste en partie à essayer d'affaiblir, de rendre floue cette différence entre le chez moi et le chez toi, comme on l'a très bien vu, bien sûr, en Géorgie d'abord, en Ukraine aussi, et comme on le voit avec la distribution très libérale de passeports russes qui est faite à des citoyens russophones des républiques environnantes. Et puis le dernier niveau, je serai beaucoup plus rapide, parce que j'imagine que mes collègues et amis en parleront également, c'est celle qui concerne la prévention ou la lutte contre le terrorisme. Là, bien sûr, on a beaucoup parlé à un moment de l'Afghanistan. Au moment où nous sommes engagés en Afghanistan, il y avait cette idée que la défense de la France se joue en Asie centrale. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? On utilise encore cet argument vis-à-vis du Sahel. Je crois que ça mérite d'être mentionné parce que c'est devenu quelque chose de très fort dans notre doctrine politique et pas seulement pour nous Français. Est-ce que c'est vrai? Mais en tout cas, je crois que ça mérite d'être questionné. Je reviens quand même d'un mot sur la Russie, parce que c'est ça qui m'a le plus fait réfléchir lors de cette invitation à ce colloque. Je crois que dès lors que l'Europe et l'OTAN veulent se défendre contre la Russie, encore une fois, pas contre une menace militaire majeure immédiate, mais vous savez, l'appétit, ça vient en mangeant. L'idée, c'est quand même d'éviter que la Russie puisse avoir la tentation un jour de s'en prendre militairement à ses voisins, membres de l'Union européenne et membres de l'OTAN. Je crois qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine sait très bien faire la différence entre un pays couvert par l'article 5 du traité de Washington, un pour tous, tous pour un, dès lors qu'il y a un char ou un soldat en uniforme qui franchit la frontière polonaise ou estonienne, eh bien, on est censé tous se défendre ce pays contre la Russie. Mais s'il n'y a pas de menace majeure aujourd'hui, ça ne veut pas dire que la tentation ne peut pas exister. Et pour que la tentation n'existe pas, ça s'appelle la prévention, ça s'appelle la dissuasion, ça s'appelle comme on veut, mais c'est aussi ça, c'est d'abord et avant tout ça le but de la défense, c'est-à-dire ne pas donner des idées à l'adversaire. Et je crois que face à la Russie, et j'en terminerai par là, on a trois problèmes. On a un triple déficit. Premier problème, un déficit de volonté. Je crois qu'aujourd'hui, et même avant Trump, l'idée de la solidarité transatlantique, la solidarité intra-européenne de défense du un pour tous, tous pour un, n'est pas complètement évidente. C'est encore plus vrai
depuis Trump. Je ne suis pas sûr que l'Allemagne ait très envie de défendre la Turquie. Je ne suis pas sûr que les Américains ont très envie de défendre la Roumanie. En tout cas, c'est ce que montrent les sondages. Et il y a quand même un vrai problème quand au-delà du traité de Washington, de ce fameux article 5, il y a quand même des vraies questions sur la volonté potentielle des 29 maintenant, pays de l'Alliance Atlantique à se défendre les uns les autres. Et quand on voit qu'un président américain, quand on lui parle, quand on lui pose la question à la télévision, quand l'équivalent américain de Fabrice Lundy pose la question à Donald Trump, mais est-ce que vous iriez défendre quand même vous êtes prêt à appliquer cet engagement de défense qu'ont pris les États-Unis en 1949 de défendre les Européens? Et là, il parle du Monténégro. Il dit, le Monténégro, non, je ne suis pas sûr que j'irai défendre le Monténégro. Alors, évidemment, il n'a pas pris le Monténégro par hasard. Petit pays, dans les Balkans, pays qui a la réputation d'être un pays de mafieux. C'est magnifique par ailleurs, mais en tout cas, il a une réputation de pays de mafieux. Et puis, c'est le dernier entrant dans l'Alliance. Puis, Monténégro, aucun Américain ne sait où c'est. Donc, forcément, il met le doigt là, de certaine manière, il met le doigt là où ça fait mal. Et le problème, c'est que lorsque Donald Trump dit ça publiquement, il met quand même en cause la crédibilité de cet engagement collectif que 29 pays ont pris ensemble. Et c'est surtout parce que c'est les États-Unis qui sont la puissance militaire principale de l'Alliance. Quand c'est le président des États-Unis qui met en cause cet engagement, ça affaiblit quand même, au moins symboliquement, la capacité de dissuasion et de défense de l'Alliance Atlantique. Et évidemment, il y en a un qui se frotte les mains, et il s'appelle Vladimir Poutine. Beaucoup plus rapidement, parce que là encore, je pense que Michel et Pierre en parleront, je pense qu'il y a aussi un déficit de capacité, en tout cas que nous n'avons pas aujourd'hui la capacité collectivement de nous défendre contre une menace militaire immédiate de grande ampleur aux frontières de l'Europe. On a un certain nombre de soucis comme ce qu'on appelle la mobilité militaire, c'est-à-dire la manière dont on pourrait rapidement acheminer des renforcements à la frontière nord ou ouest s'il y avait un problème. Et puis enfin, je crois qu'on a un déficit de cohésion, parce que l'Alliance Atlantique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Ça comprend des pays aussi divers que l'Amérique de Trump, la France d'Emmanuel Macron et la Turquie d'Erdogan. Et comme beaucoup de gens, comme beaucoup de citoyens et d'experts, moi je fais partie des gens qui considèrent qu'il y a un petit souci avec la Turquie, dès lors que, quand on est allié, en tout cas au sein de l'OTAN, on est censé soit avoir, dans l'idéal, avoir les mêmes intérêts et les mêmes valeurs, ou au moins avoir les mêmes intérêts ou les mêmes valeurs. Et avec la Turquie d'Erdogan, il me semble qu'on a de moins en moins les mêmes intérêts et de moins en moins les mêmes valeurs. Donc ça pose quand même un petit souci. Et toute dernière interrogation, qui défendra la Finlande et la Suède ? La Finlande et la Suède se disent préoccupées de ce qui se passe à l'Est, à mon avis à juste titre, quand on voit le nombre d'incursions des bateaux, des sous-marins et des avions russes dans l'espace maritime et aérien national de ces pays, ça ne peut pas être l'OTAN, puisque c'est des pays qui ne font pas partie de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN peut dire, attendez, vous ne faites pas partie de l'Alliance, mais votre sécurité nous préoccupe quand même, c'est une voie éventuelle, ou alors on essaye de dire en tant qu'Européens, et on l'a fait après tout par l'article 42.7 du traité de Lisbonne, on est censé, nous aussi, en dehors de l'OTAN, entre Européens, être préoccupés par la défense de ces pays. Voilà. Donc tout ça pour dire que je pense que la sécurité, la défense, la frontière est de nouveau centrale dans la problématique de la sécurité et de la défense, que c'est pas parce que le cyber est à la mode, à juste titre, c'est majeur le cyber, que c'est parce que le cyber est là que le physique n'est plus important. Non, je pense qu'au contraire, le cyber est plus important, mais le physique, d'une certaine manière, est aussi de plus en plus important. Mais on a quand même de vraies questions, notamment vis-à-vis de la manière dont l'OTAN pourra être pérennisée et pourra être crédible face à ces adversaires potentiels vis-à-vis de ces menaces et à la manière dont l'Union européenne peut ou non compléter cette garantie collective de l'OTAN qui apparaît de plus en plus problématique. Merci. Voilà, c'était bien que Bruno Tertrais, qu'on applaudit, plante le décor, dessine, trace les différents enjeux, justement, une affaire d'hommes et de matériel, alors déficit de capacité, oui, non, on va le voir dans un instant. Le colonel Michel Goya, vous interrogez, notre modèle d'armée est-il adapté à la défense de cette grande île qui est devenue la France ? Réponse ? Bonjour à tous. Moi, pour répondre à la question, je vais prendre un point de vue plus historique. Je vais parler effectivement du modèle de force, c'est-à-dire notre armée et la manière dont on conçoit son emploi. Et pour revenir à son origine, notre modèle de force, encore actuel, il a été globalement défini au début de la Ve République,
au début des années 60, par des hommes qui ont connu les 2 guerres mondiales et qui ont été évidemment profondément marqués par ces expériences, qui ont été profondément marqués par les invasions allemandes, qui ont été profondément marqués par l'occupation. Et d'une certaine façon, ce modèle de force est construit pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Alors on ne pense plus à l'Allemagne à ce moment-là, mais on pense à la menace soviétique. Et donc, pour faire face à empêcher cette nouvelle invasion, cette éventuelle nouvelle occupation, eh bien, il faut un exécutif fort. Ça, De Gaulle avait été très marqué par l'impuissance du pouvoir en 1940. Donc, désormais, il y aura un exécutif fort qui aura tous les moyens, des instruments de puissance en main, qui sera adossé à cette arme nouvelle qui est l'arme nucléaire, mais qui est employée fondamentalement comme dissuasion, mais comme dissuasion parce qu'elle est capable de faire globalement ce qu'on a fait, la campagne de bombardement qu'on a fait sur l'Allemagne, mais puissance X. Mais pour imaginer cela, il faut sans doute aussi avoir vécu au passage auparavant la Seconde Guerre mondiale et les massacres de masse que cela induit. Plus techniquement, on décide, adossé à cette force de frappe nucléaire, de mettre en place quand même, de conserver en tout cas une force dite conventionnelle, dont sans grande imagination on fait une réplique de l'armée de la Seconde Guerre mondiale, sensiblement, que dans l'air, sur le sol, c'était pas obligatoire, on aurait pu imaginer d'autres formules, mais on reproduit ce modèle. Plus original, on met en place un système de défense intérieure, on appelle la défense opérationnelle du territoire, parce qu'on imagine, c'est à la fois pour faire face à des intrusions de commandos sur le territoire français, donc on imagine qu'il peut y avoir des infiltrations, et en même temps, c'est aussi, par certains aspects, un souvenir de la résistance. Et donc, il y a une sorte d'armée qui est destinée à combattre à l'intérieur, ce qui est peut-être un petit peu en contradiction avec le principe de la dissuasion. C'est-à-dire que si on combat à l'intérieur, c'est qu'on n'a pas globalement dissuadé. Mais bon. Et puis ensuite, et c'est peut-être l'élément le plus original, le plus nouveau de cette organisation, c'est qu'on maintient une petite force d'intervention à l'étranger. Particularité de la France, c'est qu'elle maintient des liens forts avec ses anciennes colonies, notamment ses anciennes colonies africaines. C'est-à-dire qu'on est les seuls à maintenir des bases militaires à l'étranger, à avoir des accords militaires, d'avoir toute une série de liens de toutes sortes avec ces pays, et on s'engage à les aider militairement, c'est-à-dire concrètement à intervenir pour les aider. Mais on n'imagine pas à l'époque qu'en réalité ce champ qui va nous attirer principalement et qui va faire qu'en fait on voit cet élément qui en réalité était conçu de manière assez périphérique va devenir l'élément principal. Alors ça c'est le modèle tel qu'il se met en place. Il se met en place, on conserve de manière, d'un point de vue sociologique, on conserve une armée d'appelés. Pourquoi ? Là aussi, ce n'était pas forcément si évident que ça. D'abord par défaut, parce qu'on se méfie un peu des professionnels, mais on les conserve parce que dans la politique française, on n'emploie à l'étranger que des professionnels. Et ça, depuis l'expédition de Madagascar en 1894, où on avait envoyé des appelés, ça avait été une catastrophe. Donc depuis, on n'envoie que des professionnels. Donc on en conserve quand même quelques-uns, quelques marsouins et quelques légionnaires. Et puis, pour défendre la frontière, on mettra des appelés. Et pourquoi des appelés ? D'abord pour faire nombre. Les appelés, le service militaire, ça sert d'abord à avoir des soldats en grand nombre, et aussi pour avoir des sacrifices, très clairement. C'est-à-dire que pour crédibiliser notre dissuasion nucléaire, il faut montrer qu'on est capable, d'abord qu'on accepte le prix du sang, qu'on accepte de mourir en masse, et puis on se dit à l'époque que si ce sont des appelés qui meurent en masse, qui se sacrifient à la frontière, en Allemagne, eh bien, la population française acceptera peut-être plus facilement qu'on emploie l'arme nucléaire, pour le dire simplement. Et donc, voilà, on a une grosse masse à notre frontière, à l'est de la France, en Allemagne, de troupes appelées. Et donc, ce modèle, finalement, c'est comme un modèle scientifique. On voit s'il tient la route ou pas, et s'il résiste aux faits.
et notamment s'il résiste aux anomalies. Et effectivement, il va y avoir un certain nombre d'anomalies. La première anomalie, c'est en 1969, en fait, où on est obligé de s'engager dans une grande campagne de contre-insurrection pendant 3 ans au Tchad, ce qu'on ne voulait absolument pas faire depuis la fin de la guerre d'Algérie. Pourtant, on le fait. Alors on y arrive parce que ça ne touche le modèle finalement qu'à la périphérie. On augmente le nombre de soldats professionnels finalement. Bon, et en fait, leur nombre n'arrêtera pas d'augmenter. La deuxième anomalie, elle a lieu en 1990. Et là, c'est plus important. Donc là, on n'est plus dans la périphérie. On touche quand même un peu sur la structure même du modèle. Le 14 juillet 1990, général Fauré, chef d'état-major de l'armée de terre, me disait, écoute, tu vois, dans le monde, il n'y a que 2 armées qui sont capables de mener des grandes opérations au loin, c'est les Américains et nous. Bon, quelques semaines plus tard, l'Irak envahissait le Koweït, c'était une grande coalition se mettait en place et il fallait intervenir en masse pour aller combattre l'Irak. Et là, c'était un problème qui était quasiment insoluble pour nous, Français, où on demandait d'agir massivement, avec un très gros volume de force, au loin. Et là, on ne savait pas faire. On ne savait pas faire, et donc effectivement, on l'a fait plus ou moins bien. Et ça a été aussi le révélateur d'un certain nombre d'anomalies. Mais surtout, donc, révélateur que notre modèle s'appliquait pas forcément à toutes les situations, d'autant plus que le contexte général, et c'est ce qui finalement avait permis que ce conflit existe, c'est que le pacte de Varsovie disparaissait, l'URSS était en train de disparaître, et donc tous les blocages qu'il y avait à l'emploi de la force, et notamment à l'emploi de la force par les États-Unis, disparaissait, notamment la liberté d'action aussi du Conseil de sécurité augmentait considérablement, et donc tout le paysage stratégique changeait. Et le paysage stratégique de la France changeait aussi fondamentalement et de manière considérable, dans la mesure où, pour la première fois de notre histoire, nous n'avions plus de menaces à notre frontière. Donc nous devenions, de fait, une île stratégique. La possibilité d'être envahi par un voisin disparaissait. Donc ça nous a quand même beaucoup troublés. Alors ça aurait pu être l'occasion, à ce moment-là, ça aurait dû être l'occasion d'une refonte fondamentale de notre modèle. Quand on s'aperçoit que le mouvement de la planète Mercure n'obéit pas aux équations de Newton, il faut changer la théorie. Et donc c'est Einstein qui résout ce problème en élargissant la mécanique de Newton. Bon, mais là, face à ce problème fondamental, on aurait dû très probablement changer de modèle. Or, on ne l'a fait qu'à la marge. Concrètement, on s'est surtout contenté de réduire nos budgets, donc de faire des économies, on appelait ça les dividendes de la paix. Et en même temps de conserver tous les grands programmes industriels que l'on avait mis en place et qui étaient destinés à combattre l'armée soviétique. Notre équipement actuel, le cœur de nos équipements, et ce sont des équipements conçus pour affronter des avions, des chars soviétiques, très clairement au-dessus de l'Allemagne. Et puis, comme cette conjonction, cette absence de véritable décision, on conserve ces grands programmes, on réduit les budgets, ça nous met dans une position de crise considérable. Très concrètement, notre armée a fondu pendant toute la période de 20 ans. On a supprimé la défense opérationnelle du territoire parce que, bon, finalement, il n'allait rien se passer sur le territoire, il n'y aurait pas d'attaque sur notre territoire. On a supprimé, et ça peut-être c'est plus grave, toute notion de montée en puissance. On était sur un modèle quand même classique en cas de menace majeure, de capacité à se redévelopper. Pour dire simplement, on avait 500 000 réservistes au début des années 90, il n'y en a plus que 30 000 maintenant. On a réduit notre... Je vais dire autrement. En vérité, la seule innovation, c'est la suspension du service national. Ce n'est pas tellement la professionnalisation complète, puisqu'en réalité, on a moins de soldats professionnels maintenant qu'avant la professionnalisation. Mais en gros, on a supprimé tout notre corps d'appelés dont je parlais tout à l'heure. Donner un chiffre, on avait 20 régiments d'actifs de chars de bataille, c'est le cœur du sujet en la matière, on n'en a plus que 4 actuellement. Donc on a fait fondre tout cet instrument. Après, et donc on ne conserve plus finalement que les 2 composantes principales, composante nucléaire, dont on parle beaucoup moins, qui est passée un peu en sourdine, mais qui est évidemment toujours là, et puis cette composante d'intervention, qui finalement est la seule à avoir agi véritablement et continue d'agir véritablement. Dans le concept d'emploi des forces, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même évolué dans le sens
d'une gestion globale du risque. Je m'explique. Et ça, avant même d'ailleurs la fin de l'URSS. L'année 86 est une année importante à ce sujet. C'est à la fois le moment où il y a quelqu'un qui s'appelle Ulrich Beck en Allemagne qui écrit un livre qui s'appelle La société du risque, qui dit voilà, maintenant les sociétés doivent faire face à des risques. C'est le rôle majeur des États, des gouvernements, c'est de faire face aux risques, y compris notamment les risques industriels. C'est l'année de Tchernobyl, puisqu'on parle des frontières, dont on rappellera que, heureusement pour nous, elle s'est arrêtée, les effets se sont arrêtés à notre frontière. C'est une légende ? Oui, c'est une légende. D'accord. Ça n'a jamais été dit par... Oui. C'est Noël ma mère qui l'a dit. D'accord. Et puis, l'année 86 aussi, c'est l'année où Paris est frappé par des attentats. Des attentats terroristes dont on sait qu'ils sont d'origine iranienne. Réaction du Premier ministre de l'époque, eh bien, engageons l'armée aux frontières. Et donc, c'est le premier engagement sur le territoire métropolitain de militaires. On appelait ça l'opération garde aux frontières. Donc j'ai moi-même protégé la France de mon corps à la frontière luxembourgeoise. Ça a marché puisqu'il n'y a jamais eu aucun attentat luxembourgeois en France. Donc l'opération est une réussite. On voit bien qu'il y avait un décalage. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a commencé à employer, à faire une sorte de flou entre la sécurité intérieure, la défense, l'emploi de l'armée, vers quelque chose de plus global qu'on peut appeler la gestion du risque. Et l'instrument militaire, qui est très facile d'emploi, je l'ai dit, d'un exécutif qui peut l'utiliser très facilement, eh bien c'est un peu l'instrument premier que l'on met en avant chaque fois que l'on veut montrer que l'on veut faire quelque chose. Et cette opération garde aux frontières, puis l'opération Vigipirate et Sentinelle sont des exemples. Alors, actuellement, on s'est retrouvé dans une... Donc ça, c'est un premier élément, la gestion du risque. Première fois qu'on emploie des forces armées en sécurité sur le territoire métropolitain depuis très longtemps, on va le dire. C'est en même temps une conception de l'emploi des forces au niveau international qui relève sensiblement de la police internationale, sous conduite des États-Unis lorsqu'il faut faire des choses importantes face à des États, ou sous la conduite des Nations Unies lorsqu'on veut faire une opération de stabilisation. Et tout ça avait des succès qui sont quand même très relatifs. C'est le moins qu'on puisse dire. Or, cette période tend globalement à se réduire. La liberté d'action des Nations Unies se réduit. La liberté d'action des États-Unis se réduit, quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse penser. Et même la crise actuelle avec l'Iran, je dirais même tendrait à le montrer. Et au sein de tout ça, notre position, on s'aperçoit, nous, Français, que finalement, nous sommes dans la position de Gulliver, à la fois trop gros pour les Lilliputiens, et puis trop petit quand on va sur l'île des géants, quoi. Et donc on a un instrument finalement un modèle de force qui globalement reste un modèle de force hérité, c'est ce que j'expliquais des années 60, lui-même hérité quand même dans sa conception des deux guerres mondiales. Et finalement, qui affrontons-nous ? Ce sont des groupes armés, des miliciens. Vous avez 400 soldats français qui sont tombés au combat, tués par balle ou en obus. Ces 400 soldats, il n'y en a aucun qui a été tué par une armée régulière. Il y a des accidents dans les affrontements qu'on a eus, mais aucun n'a été tué par une balle ou un obus d'une armée régulière. Tous ont été tués par des miliciens, des organisations armées qui portent des sigles et des noms divers un peu partout dans le monde. Et il est probable que ce soit encore le cas pendant très longtemps. Donc la norme, c'est ça. La norme, pour l'instant, c'est on combat au loin des frontières de la France, véritablement. On combat au sein d'États souverains, plus ou moins souverains, plus ou moins forts, mais à leur intérieur, face à des organisations, et nous devons obtenir des effets stratégiques face à ces gens-là. Et c'est extrêmement difficile. Globalement, ce qu'on constate, c'est que nous sommes dans une sorte de stagnation stratégique d'un point de vue militaire. On parlait de stagflation dans les années 70, c'est-à-dire qu'on cumulait à la fois peu de croissance économique et beaucoup d'inflation. Là, c'est pareil, on a des coûts très importants pour des résultats qui sont concrets sur le terrain, qui sont difficiles à obtenir, ou en tout cas de plus en plus coûteux à obtenir. Pourquoi ? Parce que notre modèle, il est...
comment dire, nous ne connaissons pas véritablement bien les milieux dans lesquels nous intervenons. Voilà, nous sommes toujours quand même des éléments étrangers, des corps étrangers qui intervenons. Nous n'avons pas la durée, la constance, la connaissance des sociétés complexes dans lesquelles nous intervenons. Donc parfois, nous le faisons de manière maladroite. Nous avons peur de mourir. Alors moins que certaines nations, moins que certaines armées, incontestablement. Mais à partir du moment où, lorsque vous avez, on va dire, 4, 5 soldats qui tombent d'un coup, français, qui tombent d'un coup dans une opération, ça devient une défaite stratégique. Ben là, c'est une contrainte forte quand même à notre efficacité. Nous sommes rigides, nous sommes lourds, plus rigides que ces organisations, que c'est les Lilliputiens que nous affrontons, mais qui, eux, sont beaucoup plus rapides que nous. Nous avons, c'est un peu une tarte à la crème pour nous, une grande difficulté à avoir une approche globale, dite globale, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait de tuer des gens qui va nous permettre d'avoir un effet stratégique. Nous sommes capables de tuer des gens, nous sommes capables de gagner tous les combats, incontestablement, pour l'instant, face aux adversaires. Maintenant, nous avons une grande difficulté à gagner les guerres. Et la guerre, ce n'est pas simplement une succession de victoires tactiques. Et pour ça, il faut avoir des effets dans d'autres champs. Et nous avons beaucoup de mal à les obtenir. Et donc, au bilan, je terminerai là-dessus, c'est que nous avons pratiquement 20 ans de retard dans la nécessité de reconcevoir notre modèle de force. Nous l'avons fait qu'à la marge, à la périphérie. Nous sommes dans une situation actuellement, je pense, assez délicate de stagnation, de position de Gulliver, que je disais tout à l'heure, très inconfortable, et qu'il est temps, véritablement, là aussi, de remettre aussi véritablement les choses à plat et de repenser notre modèle. Merci. Merci beaucoup, colonel Goya. Pierre Servant avec nous également colonel aussi, on va le rappeler, hein, bien entendu, hein, essayiste, écrivain, romancier, spécialisé questions militaires. Une affaire de matériel aussi, hein, bien sûr, hein, puisqu'on en parle dans cette table ronde. C'est le colonel Michel Goya qui rappelait il y a un instant que les militaires français qui ont été tués récemment, enfin en tout cas ces dernières années, l'ont été par des miliciens, par des groupes. Et c'est vrai, c'est ce que vous avez dépeint dans un précédent ouvrage, il y a 8-9 ans à peu près, autour des guerres asymétriques, hein, finalement. Fil de cuivre versus satellite. Et le mieux équipé n'est pas toujours le vainqueur, n'est pas toujours le gagnant, hein, Pierre. Oui, effectivement, en écoutant Michel Goya, je repensais à ce qu'on appelle le pouvoir égalisateur de la guérilla. C'est-à-dire que dans un certain nombre de combats, vous pouvez avoir une armée surpuissante avec toute la technologie qu'il faut. Et puis, véritablement, dans certaines phases de combat, le plus rustique, celui qui a le plus envie de mourir, qui a le moins peur de mourir, peut parvenir à rétablir la balance. Je pense notamment à 2006, les combats entre l'armée israélienne de Tsahal contre le Hezbollah. Tsahal formé à l'école américaine avec énormément de moyens, des procédures très classiques américaines qui passent notamment par le fait d'empêcher l'adversaire de pouvoir voir et communiquer, donc tout système de brouillage des moyens de communication de l'adversaire. Mais le Hezbollah avait doublé tous ces moyens qui commençaient déjà à être un peu sophistiqués à l'époque, qui le sont encore plus aujourd'hui, mais il avait doublé ses moyens de communication, notamment à travers des systèmes de réseaux souterrains, par du téléphone filaire du type 14-18. Et le problème, c'est qu'effectivement, le fil de cuivre, il ne se brouille pas. Et donc la seule façon d'interrompre ce système de communication, c'est d'envoyer des commandos dans les duels. Et là, ça se jouait à homme contre homme. Et par ailleurs, par ces systèmes de réseau, par la combativité des combattants du Hezbollah, donc milice chiite libanaise, qui est le bras armé d'une puissance politique libanaise, hein, qui a pignon sur rue. Et donc à l'époque, ce combat avait été interprété comme une semi-défaite pour Tsahal, qui avait eu énormément de blindés Merkava détruits, effectivement, ça rejoint ce que disait Michel Goya, par des combattants qui n'avaient pas véritablement d'uniforme, de drapeau, qui n'étaient pas ressortissants d'un État. Donc c'est un très gros défi. Je pense aussi au catastrophique président américain Bush Jr., vous savez, l'homme
qui prétendait qu'il y avait des armes de destruction massive, qui s'est même permis comme président en Irak, qui s'est même permis comme président américain par la suite lors de sketchs annuels où il est de tradition que le président américain se moque de lui lors d'un show devant la presse, les gens qui comptent, de faire passer une petite vidéo où il était à la Maison-Blanche à quatre pattes sur son bureau en train de chercher les armes de destruction massive. J'ai trouvé ça absolument tragique. Alors pourquoi j'évoque cela, c'est que en mars 2003, quand les Américains rentrent en guerre en Irak, la campagne est cette campagne militaire avec la coalition qui s'était réunie autour des Américains est une campagne relativement facile. Au moment où le même président Bush va sur un porte-avions avec un joli blouson d'aviateur, lui qui par ailleurs a tout fait pour échapper à la guerre du Vietnam, pour déclarer que la guerre était finie, c'est-à-dire que la phase de conquête de l'Irak était terminée et les Américains avaient peut-être perdu 350 hommes au combat, c'est-à-dire très très peu. Donc le président américain décrète « la guerre est terminée », 350 morts. 2 ans plus tard, il y avait plus de 3000 GIs américains qui étaient morts, tués, un peu dans la configuration que Michel a rappelée, c'est-à-dire que la plupart de ces soldats américains qui ont été tués n'ont pas vu les yeux d'un combattant adverse. Ils n'ont même pas vu une arme adverse, puisque la plupart d'entre eux a été tué en sautant sur des IED, des engins explosifs de fabrication artisanale. Donc, nouvelle forme du pouvoir égalisateur de la guerre, où une très très grosse puissance militaire, les États-Unis, se trouvaient défiés par des combattants indirects, pratiquant à très haute dose la guerre psychologique, la guerre de l'image. Daesh, qui a professionnalisé le combat par l'image, la présence sur le darknet, etc., est un enfant d'Al-Qaïda et des combattants de Al-Zarqawi en Irak qui faisaient des vidéos, qui passaient des vidéos pour illustrer le courage des combattants djihadistes contre le grand Satan américain. Et il faut savoir que nombre d'opérations militaires montées par les djihadistes était monté à fin de communication. C'est-à-dire que tel responsable de la communication, de la propagande d'Al-Qaïda allait voir tel chef de guerre local en lui disant « Est-ce que tu peux me monter une attaque à l'IED sur plutôt des Canadiens ou des Américains, mais il faut que mes caméras puissent avoir tel angle de prise de vue. L'idéal, c'est que je puisse, avant l'arrivée de la cavalerie américaine, que mes reporters d'images aillent au plus près, parce que plus ils sont près de l'objectif qui a été détruit, plus ils peuvent montrer les corps disloqués des combattants sataniques, bras, jambes coupées, etc. Est-ce que tu peux me monter cela ? Tout ça, par rapport à ce qui a été décrit précédemment, c'est une inversion du fonctionnement de la guerre, c'est-à-dire que l'opération militaire est au service de la communication. C'est aussi donc un grand retournement de l'époque actuelle qui rend les choses très compliquées. Pour prolonger les propos qui ont été tenus sans remonter à la nuit des temps, 1940, la France est écrasée en 6-7 semaines, alors qu'on avait du bon matériel, des bons soldats, mais on n'a pas joué la bonne guerre. Et je dirais que ce qui nous a fragilisés, c'est une grande rigidité, qui est un drame français, c'est-à-dire un mode de fonctionnement beaucoup trop hiérarchique, avec pas suffisamment de souplesse. 1942, bataille de Bir Hakeim, dans le désert de Cyrénaïque, où les Français libres, 3700, commandés par le général Koenig, se trouvent confrontés à l'Africa Corps et aux Italiens, qui sont 10 fois plus nombreux, et on va leur résister. Pourquoi ? Parce que c'est l'exact inverse du mode de fonctionnement de l'armée française de 40, c'est de la souplesse, c'est du commandement décentralisé, c'est le fait de s'asseoir sur tous les règlements à la con qui empêchait de faire telle ou telle chose en 40. C'est l'invention de matériel militaire absolument surréaliste et astucieux à partir de pièces d'artillerie, de canons de 75 de la Première Guerre mondiale, mais qui vont être transformées en pièces anti-chars à hausse zéro. Je passe, c'est une de mes batailles fétiches. Vous avez une vingtaine de nationalités différentes. Il y a tout l'Empire qui est représenté dans cette force-là. Et encore une fois, la souplesse, l'ubiquité, la décentralisation du commandement, l'imagination, le fait de foutre à la poubelle les papiers administratifs. Il n'y a même pas besoin de les mettre à la poubelle car ils n'existent pas dans le désert de Bir Hakeim. Tout ça fait le talent des Français. Je viens à la période contemporaine. Je trouve
Michel Goya trop sévère pour la France. Je trouve qu'elle fait des choses assez remarquables dans des configurations d'une très grande complexité. Et je trouve plutôt que le soldat français, que ce soit le caporal stratégique sur lequel il a travaillé, les sous-officiers, officiers généraux, font plutôt preuve du côté français de capacité d'adaptation à des configurations qui sont mouvantes. Une des difficultés de la France et d'autres pays européens, c'est qu'il faut faire face à des menaces de nature très différente. Est-ce qu'on peut exclure la menace nucléaire quand Poutine la brandit, quand ça l'arrange, et quand on voit ce qui peut se passer en Iran demain ou en Corée du Nord? Et après, à l'intérieur de la menace, vous avez le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, mais on ne peut pas du tout exclure des affrontements de plus haute intensité si... hypothèse que je ne crois pas, mais si l'ami Poutine, tout d'un coup, était pris d'un prurit guerrier démesuré, mais ce qui veut dire que quand on est une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, on est obligé de tenir une gamme très très large, ce qui pose évidemment de grands problèmes. Sur la capacité d'adaptation des armes françaises, des armées françaises, parce que c'est une de mes préoccupation, je dirais, d'historiens et de géopoliticiens, essayer de voir comment ne pas reproduire les erreurs du passé. 2011, la France est engagée en Libye, avec une petite coalition, notamment avec nos amis anglais. Je ne discute pas du bien fondé ou pas, c'est un autre sujet trop long. C'est pas cela que j'ai voulu observer, enfin, que j'ai suivi à l'époque quand les opérations en Libye se sont prolongées. Guerre très compliquée, pas vraiment contre la Libye, parce que c'est une guerre aussi pour certains Libyens. Donc c'est tout à fait les configurations très complexes d'aujourd'hui, très baroques, où vous ne pouvez pas franchement tout raser, et puis envoyer après des soldats pour occuper. On est dans des configurations compliquées. Donc vous avez une phase aérienne au départ assez complexe qui a été conduite par la France en solo, sans aucune des protections dont les Américains s'entourent à l'avance en général, brouiller les communications, détruire tous les systèmes de défense solaire pour avoir un ciel nettoyé et une base au sol nettoyée pour pouvoir frapper. La France n'a pas fait ça. Elle a réussi à faire un raid historique à partir de la France, très bien monté, intelligemment construit. Quand je dis que c'était intelligemment construit, pour en avoir discuté avec le chef d'état-major de l'armée de l'air à l'époque, c'est que dans les pilotes français qui sont envoyés dans les premiers raids à proximité de Benghazi, vous avez à la fois des vieux briscards et des très jeunes pilotes. Donc il y a une intelligence française qu'on peut retrouver chez les Anglais notamment, alors c'est assez fin, mais dans la combinaison des talents, dans l'intelligence des profils qui vont être choisis pour avoir le maximum d'efficacité. Par la suite, ce qui est intéressant dans la campagne de Libye, c'est que vous avez des tas de phases différentes. Vous avez des combats au sol, mais les Occidentaux ont une résolution de l'ONU qui leur interdit d'avoir des soldats au sol. Donc on ne met pas de troupes au sol. On avait des forces spéciales, comme les Britanniques, des gens de la DGSE, qui ont fait un travail intelligent et fin. Mais la marine également, vous ne le savez pas, mais la marine a joué un rôle extrêmement important à travers les SNA, les sous-marins nucléaires d'attaque. On a ici au premier rang un brillant ancien pacha de SNA. Les sous-marins nucléaires d'attaque ont des capacités de renseignement extrêmement importantes. Je rentre pas dans le détail, mais ce qui m'a frappé dans cette campagne de Libye, et j'en ai été heureux dans le sens où je ne retrouvais pas ce qui a fait nos défaites du passé, c'est-à-dire capacité d'adaptation, intelligence de situation, capacité à travailler avec une coalition, ce qui n'est pas toujours simple, liaison avec les combattants libyens locaux qui voulaient se débarrasser du colonel Kadhafi, et donc tout ça dans le cadre d'une gestion assez compliquée où pas mal des combats se déroulaient en milieu urbain et avec un Kadhafi cherchant la provocation de façon à ce qu'on puisse, que les Occidentaux et leurs alliés fassent des victimes civiles pour pouvoir faire jouer la communication de guerre. À ce moment-là, en disant, mais ce sont des tueurs. Donc, à travers ce petit exemple libyen, et j'en ai beaucoup voulu au SEMA de l'époque, l'amiral Guillot, d'avoir été aussi consternant de nullité après cette campagne, dans une incapacité à mettre en valeur tout ça. Dieu sait qu'il y a des erreurs, Michel en a parlé, des difficultés, etc. Mais quelle incapacité souvent de nos amis militaires à valoriser quand les choses sont intelligemment faites, y compris dans le détail. Alors, juste pour... J'ai peut-être 5 minutes encore ou pas? Non? Même pas? 5 minutes. Voilà.
les capacités, le matériel, pour reprendre la formule de quelqu'un que vous connaissez bien, ça coûte un pognon de dingue, ou un pognon fou. Bon, c'est un des énormes problèmes aujourd'hui. Et la France, pays formidable, mais avec parfois un niveau d'inconscience assez élevé, ces dernières décennies a passé son temps à raboter le budget et les effectifs de la défense pour financer la sécurité sociale. J'aime beaucoup la sécurité sociale, très important. Évidemment, c'est un petit raccourci, mais c'est un peu ça. Et il a fallu finalement, en 2015, les attentats, pour qu'on arrête une déflation d'effectifs engagés notamment, enfin depuis très longtemps, j'ai connu ça comme journaliste dans les années 80, comme membre du cabinet du ministre de la Défense dans les années 90, mais je dois dire qu'à partir notamment de la présidence Sarkozy, là c'était massacre à la tronçonneuse. Bon. Tous les autres ont continué derrière, notamment François Hollande, jusqu'à 2015, qui a mis un coup d'arrêt à l'effondrement des effectifs militaires et du fameux slogan « Faites beaucoup mieux avec nettement moins ». Qui est un grand classique. Donc depuis, on a un peu remonté, on a une loi de programmation militaire qui a été adoptée, qui est assez solide, avec une petite fragilité, c'est que le gros de l'effort budgétaire est évidemment repoussé en fin de loi de programmation militaire, et si on continue à donner des millions d'euros à nos amis gilets jaunes, on ne va pas s'en sortir. En conclusion, le matériel militaire, c'est très important, mais il n'y a pas d'armée sans les hommes. La France a la chance d'avoir un système politico-militaire avec un positionnement des grands chefs militaires qui est très pertinent, qui permet d'apporter un conseil utile au chef des armées, vous le savez, qui est le président de la République. Et sur le terrain, la réalité des opérations, des combats, tels que je l'ai pu les voir encore il y a peu de temps au Mali, c'est à la fois la numérisation du champ de bataille, l'intelligence artificielle, toutes les possibilités de faire du cyber, et en même temps, c'est la chaussette de Rommel. Alors, qu'est-ce que vient faire la chaussette de Rommel dans notre affaire? Ce qui montre que l'histoire, finalement, est toujours présente. Sur un véhicule de combat de patrouille française dans le désert de Tombouctou, désert dans lequel la température de Trouville serait perçue comme extrêmement agréable, sachant que nos compatriotes qui sont là-bas portent un gilet par éclat qui fait 13 kg, un casque lourd qui fait 4 kg, vous rajoutez l'armement, les munitions, la chasuble, les Rangers, le treillis, le kit pour chaque soldat de soins, plus les moyens de communication, et votre soldat, il prend plus 30 kg par 50 degrés. Donc, petite difficulté. Donc, le véhicule va être équipé, en tout cas pour certaines unités, de matériel informatique permettant, si vous voulez, d'intégrer le renseignement en temps réel, de communiquer, d'avoir une visibilité de la zone extrêmement pointue. Et la chaussette de Rommel, c'est le fait que pour pouvoir boire frais, on prend une chaussette militaire bien épaisse, on la trempe dans l'eau avant de partir, on met la gourde dedans et on accroche la chaussette de Rommel, parce que c'était une pratique de l'Africa Corps, à l'extérieur du véhicule, et par un moyen dont je serais incapable de vous expliquer la mécanique scientifique, eh bien, cette bouteille reste fraîche tout au long de l'opération militaire, même par 50 degrés. Donc finalement, l'intelligence subtile, la subtilité finale, c'est d'arriver à combiner les moyens les plus sophistiqués, à condition que l'État finance, et une rusticité qui permet de combattre des adversaires qui n'ont pas d'avions de combat, de satellites, etc., mais qui font des morts et déstabilisent des régions entières. Voilà, merci Pierre. Pierre Servant, vous pourrez épater vos amis en racontant l'anecdote de la chaussette de Rommel grâce à Pierre Servant.